On va passer la parole tout de suite à Maître Mario Joseph. Maître Mario Joseph est un avocat et procureur haïtien spécialisé dans la défense des droits de l'homme. Il est président du Bureau des avocats internationaux, le BAI de Port-au-Prince, depuis 1996. Cette institution défend les prisonniers politiques et les victimes de la violence politique en Haïti. Maître Joseph est également membre de l'Association internationale des juristes démocrates depuis 2005. En 20 ans d'activisme dans le domaine des droits humains, Maître Joseph a travaillé sur des cas historiques tels que le massacre de Raboto, qui, sous le coup d'État contre Jean-Bertrand Aristide, a été perpétré le 22 avril 1994 par les forces armées d'Haïti, épaulées par les miliciens du Front pour l'avancement et le progrès d'Haïti, le FRAP. Ce raid a fait entre 20 à 50 morts, selon Amnesty International. Et grâce à la coopération justement du BAI avec les autorités américaines en charge de l'immigration, 3 anciens généraux haïtiens ont été déportés. Maître Joseph a également travaillé pour que Jean-Claude Duvalier soit poursuivi pour des crimes contre l'humanité commis lorsqu'il était au pouvoir, et le BAI a représenté 8 victimes de l'ancien dictateur haïtien. Pour l'indemnisation des familles des victimes du choléra, il a également œuvré, puisque vous le savez, ce choléra a été importé en Haïti par des casques bleus des Nations Unies, et Maître Joseph a énormément œuvré pour que ces familles soient indemnisées. Maître Mario Joseph est également membre fondateur de l'Observatoire des crimes, l'Observatoire haïtien des crimes contre l'humanité en Haïti. C'est à ce titre qu'on le reçoit aujourd'hui. Cet observatoire a été créé en 2020, donc il est tout récent, et a publié en avril dernier, de concert avec la Clinique internationale de défense des droits humains de la faculté de droit de Harvard, un rapport inédit faisant l'analyse des massacres perpétrés par les gangs contre les résidents des quartiers défavorisés avec l'appui de l'État haïtien. Alors, nous allons justement parler de ce rapport. Il va nous en parler aujourd'hui, et j'ai le grand plaisir de laisser la parole donc à Maître Mario Joseph, tout en lui demandant évidemment de respecter les 15 minutes qui lui sont accordées, puisqu'on a déjà beaucoup de questions pour nos panélistes. Bienvenue, Maître. Merci, Nancy. Merci de nous avoir mis à côté de grandes personnalités que nous saluons, comme le professeur et sociologue Elaïnek Hubon, et le professeur et collègue au barreau de Port-au-Prince, Maître Diem Boya, la docteure Claire Ismé, le journaliste Edmé. Et le plaisir est pour nous. Et comme tu viens de dire, notre tâche est de présenter le rapport qui est intitulé, et alors le rapport préparé par le Harvard Law School International Human Rights Clinic et l'Observatoire haïtien des crimes contre l'humanité. Le rapport est intitulé « Massacre cautionné par l'État, régime et de l'impunité ». Donc, généralement, le rapport établit la responsabilité de l'administration de M. Jovenel Moïse dans la perpétration de 3 attaques constituant des crimes contre l'humanité. Comme tu viens de le dire, en octobre 2020, des organisations des droits humains et des personnalités de la société civile ont procédé au lancement officiel de l'Observatoire haïtien des crimes contre l'humanité. Cette nouvelle structure s'est donnée pour objectif fondamental d'œuvrer pour une société démocratique dans le cadre de la loi et du respect des droits humains en général, et du respect des droits humanitaires et des libertés publiques en particulier. Le 22 avril 2021, l'Observatoire
en partenariat avec la Clinique internationale de défense des droits humains de la faculté de droit de Harvard University, a rendu public un rapport sur la responsabilité de l'administration et Jovenel Moïse dans la perpétration de crimes contre l'humanité en Haïti. À partir de l'analyse de 3 attaques ou massacres perpétrés par des gangs contre 3 quartiers populaires de la zone métropolitaine de Port-au-Prince avec l'appui des autorités de étatiques. Avant d'entrer dans la présentation de ce rapport, clarifions d'abord le concept de crime contre l'humanité dont il est question dans le rapport et l'article 7 du statut de Rome qui entend par crime contre l'humanité l'un quelconque des actes ci-après lorsqu'il est commis dans le cadre d'une attaque généralisée, systématique, lancée contre toute population civile en connaissance de cette attaque. Par exemple, des cas de meurtre, d'extermination, réduction en esclavage, déportation ou transfert forcé de la population et emprisonnement ou toute forme de privatisation de liberté physique en violation des dispositions fondamentales du droit international. Et torture, viol, esclavage sexuel, prostitution forcée, grossesse forcée, stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable. Crimes d'apartheid et autres actes inhumains de caractère analogue causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé physique ou mentale. L'article 6 du tribunal militaire international de Nuremberg stipule que les crimes contre l'humanité, c'est-à-dire l'assassinat, l'extermination, la réduction en esclavage, la déportation et tout autre acte inhumain commis contre toute population civile avant ou après la guerre ou bien les persécutions pour les motifs politiques, raciaux ou religieux, lorsque ces actes ou persécutions, qu'ils aient constitué ou non une violation du droit interne du pays où ils ont été perpétrés, ont été commis à la suite de tout crime rentrant dans la compétence du tribunal ou en liaison avec ce crime. Les crimes contre l'humanité ont été définis pour la première fois dans les principes du droit international consacrés par le statut du tribunal de Nuremberg et dans les jugements de ce tribunal de 1950. Ces principes ont été adoptés par l'Assemblée générale des Nations unies, ce qui lui confère le statut de jus cogens, ou les droits des gens. La norme fondamentale du droit international, qui est de nature coutumière, a une vocation universelle. Elle constitue les normes du droit international impératif, dont le jus cogens. Ainsi, elle est supérieure au traité et indispensable pour les États qui ne peuvent y déroger. Elle s'impose donc à la souveraineté des États. La coutume internationale, comme le jus cogens, est prévue à l'article 53 de la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités signés et ratifiés par Haïti. La Cour internationale reconnaît le rôle déterminant joué par le statut du tribunal de Nuremberg dans l'établissement et des éléments qui caractérisent un crime contre l'humanité. Sur cette base, elle a émis
une déclaration le 17 mai 2011 concernant le devoir de l'État haïtien d'enquêter sur les graves violations des droits humains sous le régime de Jean-Claude Duvalier en ces termes. Le système interaméricain considère comme un crime contre l'humanité tout acte inhumain commis dans un contexte d'attaque généralisée ou systématique contre une population. Il suffit que seul de ces actes illicites ait été commis pour que se produise un crime contre l'humanité. Il s'agit de violations graves des droits humains qui portent atteinte à l'humanité tout entière et causent des dommages persistants à la société nationale et à la communauté internationale. Violations qui exigent l'ouverture d'une enquête et le châtiment, etc. Donc, la Convention des Nations Unies sur l'imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité dispose clairement de ces actes illicites internationaux et sont imprescriptibles. C'est le caractéristique des crimes contre l'humanité, l'imprescriptibilité. Quelle que soit la date à laquelle ils ont été commis, la Cour interaméricaine a établi que les États qui n'ont pas ratifié la dite convention ne peuvent pas pour autant ne pas respecter cette règle impérative, étant donné que l'imprescriptibilité des crimes contre l'humanité surgit en tant que règle de droit national général Bruce-Coggins, qui n'a pas son origine dans cette convention, mais est reconnue dans la convention et dans la convention de 1940 et 1950. Dans une note jurisprudence constante, la Cour interaméricaine établit que sont inadmissibles les dispositions relatives à l'amnistie, les dispositions relatives à la prescription et l'établissement des causes d'exonération à la responsabilité qui prétendent empêcher les enquêtes et la sanction des responsables de violations graves des droits humains et comme la torture, les exécutions sommaires, extrajudiciaires ou arbitraires, les disparitions forcées et toutes lesquelles sont interdites étant donné qu'elles enfreignent des droits non soumis à dérogation consacrés par le droit international relatif aux droits humains. Maintenant, il y a une obligation formelle de l'État haïtien d'enquêter et le cas échéant de juger et de sanctionner tout crime contre l'humanité commis sur le territoire haïtien. Alors, revenons donc au rapport intitulé « Massacre cautionné par l'État, règne de l'impunité ». Le rapport met à la disposition du public une analyse de 3 attaques perpétrées de 2018 à 2020 contre les quartiers populaires de La Saline, du Bel-Air et de Cité-Soleil, au cours desquelles au moins 240 civils ont été assassinés. Le rapport se répartit en ces différentes parties. D'abord, contexte politique des attaques, attaques emblématiques menées contre les civils, analyse juridique, et dans l'analyse juridique, nous voyons qu'il existe une base raisonnable pour conclure que les attaques conduites dans ces 3 quartiers populaires constituent des crimes contre l'humanité. Des preuves contenues... Maître Joseph, avec votre permission, et comme je n'ai dit, il y a plus haïtiens que étrangers, je me que si possible, vous passez au créole parce que le rapport, c'est très, très important avec tout massacre qui était passé dans les quartiers populaires. Et je crois que il y a des gens, c'est pour autant des biens ça qui passé et pour que vous compreniez tout, que il y a des organisations qui travaillent pour vous. Parce que je crois que
en pile la donne senti abandonné tout, puisque nous avons justice, que j'en t'ai dit dans le début conférence là, son justice qui est dysfonctionnelle. Donc, moi t'aurais aimé que vraiment, ou dit en créole pour tout le monde qui comprenne ça qui t'est passé, parce que massacre ça c'est des bagailles terribles et qui passaient depuis 2 années, ça, qui s'est passé là, s'il te plaît. Bien, alors, et je vais voir. Sauf si ce n'est pas possible d'après votre texte, mais sinon on peut glisser créole en dedans. Ok, je vais voir. Et donc, d'abord, nous passons à la première partie sur le contexte politique de réalisation des attaques. Dans cette première partie, le rapport analyse 4 aspects de la politique de M. Jovenel à l'origine des attaques. Consolidation du pouvoir de Jovenel, manifestation contre le pouvoir, répression contre l'opposition au gouvernement et violation contre la société civile, l'expansion du rôle joué par les gangs et les relations qu'ils entretiennent avec des acteurs étatiques. Donc, en ce sens, personne n'a ignoré le rapport qui gagnait entre gang fédérés, et avec M. Jovenel. Et si nous prenons, par exemple, le massacre qui passait à la Saline du 13 et suivant, donc, dans le quartier, ou bien dans ce quartier populaire, la Saline, tout autour de quartier populaire, ça, il y a environ près de 4 stations de police, Saint-Joseph, et circulation, inspection générale, et UDMO, et sur route Pislan, et là, yo tout près, et par quoi, disons, quelques là à 100 mètres, l'autre à 1000 mètres, 500 mètres et 1000 mètres, et bien, pendant près de 4 jours, bal a pété, et pas qu'un policier qui paraît et pour aider moun sa yo, qui a quitté zone, qui a mouru, il a braché, etc., etc. Et donc, il est clair pour nous que raison qui fait yo fait massacre la Saline, c'est parce que moun la Saline yo, les manifestations, c'est là où mobilisé, c'est là où mettez quoi, c'est là où avancé et que ils ont gonflé pour faire manifestation que ce soit contre Michel Martelly, contre Jovenel Moïse. Donc, si nous mettons moun hors d'état de nuire, il n'y aura plus de manifestations et plus rien contre le gouvernement. Donc, c'est le caractère, parce que j'en ai dit le pire, caractère et crime contre l'intérêt non seulement est prescriptible, mais les faits contre une société pour raison et politique. Donc, le rapport signale que la société civile a été très active dans la lutte contre l'administration de M. Jovenel Moïse, notamment contre l'impunité relative aux dossiers de corruption et des actes de violation des droits humains. Par exemple, les manifestations réclamaient la démission de M. Jovenel et s'est intensifiée de manière grandissante et les civils des quartiers populaires qui ont joué un rôle de premier plan dans ces mouvements de protestation ont été l'objet d'attaques. Le rapport mentionne que le pouvoir de M. Moïse recourt à la tactique répressive pour mater les mobilisations anti-gouvernementales. Par exemple, quand l'administration Jovenel n'a pas réussi à éradiquer un mouvement de mobilisation à travers des moyens de corruption, il utilise des gangs armés pour attaquer les quartiers populaires en première ligne dans la résistance contre le pouvoir. Les attaques contre la Saline
Bel-Air et Cité Soleil en sont des exemples. Le rapport conclut, et dans la première partie, que le constat de l'évolution des influences de gangs durant le mandat de M. Jovenel, le rapport établit le fait que les gangs acquièrent des pouvoirs considérables et exercent un contrôle important sur les quartiers populaires avec le support du pouvoir, et il analyse des enquêtes crédibles qui établissent clairement que les gangs reçoivent de l'aide financière, des armes, des munitions de diverses sources du gouvernement en échange de leur appui politique. Par exemple, la Fédération des gangs Genève, en famille et alliés dirigée par Jimmy Cherizier, Alas Barbecue, qui a perpétré différents massacres dans des quartiers populaires, entretient des liens étroits avec l'administration de M. Jovenel Moïse. La deuxième partie du rapport, c'est l'attaque emblématique menée contre les civils, c'est-à-dire contre la Saline. Et nous te dit tout à l'heure, et 13 à 14 novembre, eh bien, monsieur Tuyé, il a fait courir. Si nous apprenons différentes dates, massacre ça, par exemple, et en octobre, et la première dame Martine Moïse visite la Saline pour demander à son chef de gang de réprimer la mobilisation anti-gouvernementale en échange à de petits projets pour la Saline. Août et octobre, le mouvement de protestation des pétro-challengers s'intensifie. 15 octobre 2018, des responsables de l'opposition politique tiennent une conférence de presse conjointe à la Saline en appui aux manifestations anti-gouvernementales. 17 octobre, la plus importante manifestation de l'histoire récente d'Haïti a eu lieu et les manifestants ont empêché Jovenel de déposer une gemme de fleurs à Pont-Rouge en mémoire du père de la nation. Le 6 novembre 2011, les autorités étatiques, Pierre-Richard Duplan et Fidèle Monchéry, ont rencontré des chefs de gang pour planifier l'attaque contre la Saline et en leur fournissant ce dont ils auraient besoin le 13 novembre 2018 pour accomplir leur forfait. Donc, les gangs lancent une attaque contre la Saline et tuent au moins 71 personnes. L'attaque menée contre la Saline, contre Bel-Air, et du 4 au 6 novembre 2019, le rapport retrace en détail que Bel-Air est également un bastion clé de l'opposition antigouvernementale et c'est un quartier qui supporte traditionnellement le parti politique Famille Lavalas. En plus, c'est un point d'accès stratégique débouchant sur plusieurs marchés. Et de septembre à novembre 2019, pays LOC, par exemple, et interruption des activités à l'échelle nationale. Et de septembre à octobre 2019, les représentants du pouvoir ne parviennent pas à convaincre les résidents de Bel-Air de retirer les barricades érigées sur les routes. Le 31 octobre, Léon Ronsard Saint-Cyr, secrétaire d'État à la sécurité publique, aurait demandé à Jimmy Cherizier de retirer les barricades et de veiller à ce qu'il n'y ait plus de manifestations dans la zone. Le 3 novembre 2019, Jimmy Cherizier, alias Barbecue, 40 hommes armés et d'autres chefs de gang demandent aux résidents de Bel-Air d'enlever les barricades, ce que les résidents refusent. Et du 4 au 7 novembre 2019, Barbecue et des membres
de gangs armés débarquent sur Bel Air, mettent le feu aux maisons et tuent au moins 24 personnes. L'attaque perpétrée à Cité Soleil de mai à juillet 2020. Encore une fois, le rapport contre Cité Soleil, une commune défavorisée, densément peuplée, de plus de 250 000 habitants, est un bastion du parti Famille Lavalas pendant des décennies. Et les différents quartiers de cette commune sont contrôlés par des gangs. Et ces dernières années, les conflits sont intensifiés en raison de la volonté du pouvoir de contrôler ce soleil à travers les gangs pour contrôler le processus électoral. Mai 2020, un fonctionnaire d'État aurait payé le chef de gang, Nicanor Altes, pour qu'il rejoigne les gangs de barbecue et tue un autre chef de gang opposé au pouvoir. 23 mai 2020, barbecue convoque 13 chefs de gang, dont Nicanor, pour planifier l'exécution et d'attaques similaires dans certaines zones de Cité Soleil et dans Tokyo. Du 24 au 27 mai 2020, barbecue et des gangs alliés attaquent Cité Soleil et dans Tokyo. Grâce à ces attaques, barbecue et ses alliés contrôlent 9 zones supplémentaires. Maître Joseph, nous avons dépassé déjà à 25 minutes. C'était la coupure un peu. Oui. Il y a beaucoup de questions et il y a encore le docteur. Je ne sais vraiment pas comment on va pouvoir terminer tout ça. Il faudrait faire la conclusion du rapport. De toute façon, je signale au public que ça sera publié de toute façon. Donc, nous préconisons dans ce rapport, Haïti doit enquêter sur ces crimes et traduire les responsables en justice. D'abord, la CDH, la Commission américaine des droits humains, doit jouer un rôle important en vue de s'assurer que les personnes responsables de ces crimes assument les conséquences de leurs actes. Les Nations Unies devraient condamner ces crimes et appuyer les enquêtes et soutenir les poursuites et les auteurs de ces crimes contre l'humanité. Les États-Unis, qui ne cessent de soutenir la conservation du pouvoir personnel de M. Jovenel, est responsable, doit aussi dire son mot. Et nous concluons, en guise de conclusion, nous disons au cas où l'État haïtien refuse d'enquêter, de tenter des poursuites judiciaires contre les auteurs de ces crimes, et nous lançons un appel aux États disposant des lois de leur conférant la compétence universelle, telles que le Canada, Sénégal, et France, Suisse, États-Unis, à traduire en justice les auteurs de ces crimes contre l'humanité se trouvant sur les territoires. Merci et pour ce rabachat. Merci beaucoup, Maître Joseph. C'est très, très intéressant, mais malheureusement, on n'a pas beaucoup de temps. Maître Joseph, d'ailleurs, la question, je vais tout de suite saisir une question pour vous. C'est de Johnson Lafortune qui dit « Pour Maître Joseph, Haïti n'étant pas signataire du statut de Rome, comment une association comme l'Observatoire haïtien des crimes contre l'humanité compte œuvrer pour aider à poursuivre les dirigeants haïtiens coupables de crimes contre l'humanité et qui ont été commis sous le régime ?» Oui, bon, généralement, c'est pourquoi j'avais fait le petit ajout sur les explications sur les crimes contre l'humanité. Oui, contre l'humanité, Haïti n'a pas signé le statut de Rome, mais il y a plus que ça. J'ai cité tout à l'heure le procès de Nuremberg. Haïti était bien parti de ce tribunal et de cette résolution des Nations Unies pour ce jugement des nazis. Et Haïti est aussi membre de
de la Commission et la Cour interaméricaine des droits humains. Et j'avais cité pour votre public la Commission interaméricaine et dans le cas de Jean-Claude Duvalier. Donc, nous avons malheureusement un arrêt avant faire droit et de la Cour d'appel de Port-au-Prince sur le cas de Duvalier qui pourrait servir de jurisprudence, M. Johnson. Mais aussi, si on prend le jus cogens, le droit international coutumier, donc on peut encore poursuivre ceux qui sont responsables des attaques. Mais maître, justement, parlons du cas de Duvalier, parce que c'est une question que je voulais justement vous poser. Je me rappelle très bien, c'était en 2011, tout à fait. Un des avocats justement de Jean-Claude Duvalier, qui était maître Gervais, avait affirmé que les accusations de crimes contre l'humanité déposées contre son client étaient nulles parce que, et je me rappelle très bien, il a dit que le principe de crime contre l'humanité en Haïti n'existe pas dans le droit local. Peut-être le professeur Boya peut aussi m'aider, mais il y a, je dirais, un arrêt avant faire droit de la Cour d'appel et qui, j'ai l'arrêt sous mes yeux, mais ce n'est pas trop facile de rechercher les dispositions qui établissent ou bien qui nous avaient donné raison en quelque sorte et contre Duvalier. Et si on prend le jus cogens, le droit international coutumier, et que suivant la Convention de Vienne, que Haïti a signé et ratifié, eh bien, il a bien documenté. Et si on prend la Cour, bon, il n'y a pas que Maître Gervais, il y avait le professeur Gousse, etc., qui ont, dans un amicus curiae, a expliqué qu'on ne pouvait pas juger Duvalier, vu que les crimes commis sur lui étaient vraiment prescrits suivant l'article 460 du Code pénal. Mais toutefois, il y a, et je lisais tout à l'heure, une note de l'époque de la Commission interaméricaine des droits humains et qui dit le système américain considère comme un crime contre l'humanité tout acte inhumain commis dans un contexte d'attaque, etc. Mais qui dit Haïti doit prendre ses responsabilités parce que si Haïti reconnaît les attributions, la compétence de la Cour et de la Commission interaméricaine, il y a l'affaire Almoncid et le Chili, la Cour interaméricaine des droits humains, soutient que les États partis de la Convention interaméricaine ont l'obligation d'enquêter, de poursuivre et sanctionner les auteurs des crimes contre l'humanité et que cela constitue un élément important dans la prévention de ces crimes. Donc, il y a plein de matières, il n'y a que le statut de Rome, mais il y a d'autres notes jurisprudentielles, d'autres résolutions et d'autres conventions comme la convention, l'article 53 de la Convention de Vienne de 1969 sur les droits des traités signés et ratifiés par Haïti. Et tout ça donne à Haïti et les tribunaux haïtiens compétences. Donc, les crimes contre l'humanité, ce n'est pas une infraction en soi. Par exemple, je viens de citer les infractions, l'assassinat, meurtre, viol, etc., etc. Maintenant, la prescription, c'est le caractéristique. C'est le caractéristique de ces crimes. Donc, on peut à n'importe quel moment juger ces gens-là, le gouvernement, M. Fidel Monchéry, M. Duplan et le gouvernement, ou bien M. Jovenel,
et pour crime et contre l'humanité. Il n'y a aucun problème. Et je viens de dire, il y a là un arrêt, bon, ce n'est pas un arrêt définitif, c'est un arrêt avant faire droit, de la Cour d'appel de Port-au-Prince, dans le cas de Duvalier même, qui dit la Cour d'appel est compétent, mais le tribunal haïtien est compétent pour juger Duvalier. Et parce que les crimes commis sur Duvalier sont des crimes contre l'humanité, qui sont imprescriptibles. Je ne sais pas si le professeur Boyard, qui se connaît aussi bien. Professeur Boyard. James Boyard. Bon, alors s'il n'est pas là, moi je pense que j'ai donné un peu de clarification. Merci, regarde s'il y a d'autres questions pour les autres panélistes. Oui, il y a d'autres questions, mais je ne comprends pas comment voilà le professeur Boyard. Parce que le problème aussi, c'est que constamment les Haïtiens maîtres disent qu'il faut faire appel à la Cour pénale internationale. Or, on n'a pas signé le statut de Rome. Et je crois ne pas m'aventurer trop en disant que ça a été quelque chose de bien calculé. Donc, à partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'on peut faire? Non, mais je disais tout à l'heure, Haïti était membre en fait, et a signé aussi dans le procès de Nuremberg la résolution. Déjà, Haïti lui met dans la bonne place, parce que c'était des crimes contre l'humanité qui étaient commis dans la période nazie. Donc, en plus, Haïti a signé, ratifié la Convention de Vienne, et Haïti est partie de la commission de la Cour, de la Commission interaméricaine des droits humains. Il y a des actes ou bien des notes de la jurisprudence pour le faire. Donc, c'est pourquoi la Cour d'appel de Port-au-Prince s'est prononcée sur et pour le jugement de Duvalier et a anéanti l'ordonnance du juge Cavès. Professeur Boyard. Et alors? Oui, professeur Boyard, vous avez entendu? Bon, oui, c'est bon. Mais si je suis obligé d'intervenir sur le crime contre l'humanité, en fait, en tant que concept, en tant que catégorie juridique en soi, et j'aimerais dire deux choses. D'abord, c'est dire que lorsqu'on parle de crime contre l'humanité, eh bien, la poursuite n'est pas et ne cible pas uniquement des agents de l'État. La poursuite également peut cibler d'autres secteurs de la vie, en fait, de la société civile qui pourraient se rendre responsables également de tels crimes. Et nous savons également que dans pas mal de crimes et de ces genres de crimes en Haïti, eh bien, il y a la main cachée de certains secteurs de la société civile en soi. Donc, c'est dire que la poursuite ne cible pas seulement les agents de l'État. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, en termes de capacité de poursuite, oui, et c'est dans le sens que déjà le Conseil de sécurité peut saisir carrément la CPI, même lorsque l'État en soi, l'État du territoire sur lequel se trouve le responsable du crime n'est pas ratifié le statut de Rome. Donc il y a également 3 modes de saisine, et parmi ces 3 modes de saisine, eh bien, le Conseil de sécurité, si le Conseil estime qu'il y a lieu de parler de crime contre l'humanité, le Conseil de sécurité des Nations Unies peut saisir directement le procureur de la CPI. Sans oublier que le Conseil de sécurité peut décider, au lieu de saisir le Conseil en fait, la CPI, de créer ce qu'on appelle un tribunal pénal international ad hoc, à l'image du TPI, c'est-à-dire du tribunal pénal de la Yougoslavie, ou du TPR, le tribunal pénal de Rwanda. C'est ce que j'aurais à dire. Je vous remercie, maître. Il y a également maître Rosie Auguste du Sénat du RNDDH. On demande à Tayana de lui donner la parole, s'il vous plaît. Tayana, vous pouvez ouvrir le micro de maître du Sénat, s'il vous plaît. Tayana. Oui, je suis là. Je demande à la concernée de lever la main. Est-ce que vous pouvez lever la main pour qu'on puisse vous repérer? Maître du Sénat.
Vous n'arrivez pas à la repérer? Maître du Sénat? Kayana, est-ce que vous arrivez à la voir? Voilà. Il faudrait ouvrir votre micro, maître. Bonjour, Rosie. Bonjour, c'est un plaisir d'être avec vous et merci à tous les panélistes. Je pense que là, je participe à la conférence et c'est vraiment une très bonne conférence. En fait, tout à l'heure, quand Maître Mario répondait à la question, Maître Bouillard n'avait pas encore répondu et c'est pourquoi j'insistais justement pour attirer l'attention sur le fait que le Conseil de sécurité des Nations unies peut ouvrir une situation sur un pays. C'est-à-dire qu'effectivement, Haïti n'a pas ratifié les statuts de Rome, mais cela ne fait pas de nous, en tout cas nous en tant que pays, hein, et surtout ceux qui dirigent le pays, cela ne fait pas d'eux des personnes qui ne peuvent pas être poursuivies pour des crimes contre l'humanité. Et cette capacité est inscrite à l'article 13b des statuts de Rome, justement, où il est clairement dit que le Conseil de sécurité peut ouvrir une situation sur un pays et saisir la Cour pour que ces personnes soient jugées. Si vous me permettez, je cherche rapidement l'article en question. Et donc, je vous disais que c'était l'article 13 alinéa B, c'est sur l'exercice de la compétence, où il est clairement inscrit, la Cour peut exercer sa compétence à l'égard d'un crime visé à l'article 5, conformément aux dispositions du présent statut. Petit b, si une situation dans laquelle un ou plusieurs de ces crimes paraissent avoir été commis est déférée au procureur par le Conseil de sécurité agissant en vertu du chapitre 7 de la Charte des Nations unies. Et justement, à l'article 5, on parle de génocide, de crimes contre l'humanité, de crimes de guerre, de crimes d'agression. Donc, ça veut dire qu'effectivement, les dirigeants d'Haïti peuvent comparaître par devant la Cour pénale internationale pour peu que le Conseil de sécurité lui-même accepte d'ouvrir une situation sur le pays. Mais maintenant, qui est-ce qui peut saisir le Conseil de sécurité? N'importe quel État membre du Conseil de sécurité, c'est-à-dire pas forcément, ça peut être des personnes, des organisations qui sont sur le terrain, mais ça peut être aussi d'autres États membres qui font partie du Conseil de sécurité et qui sont inquiets par rapport à la situation qui se développe dans le pays. Et justement aujourd'hui, par rapport à tous ces massacres qui sont en train d'être perpétrés, nous en sommes à 12 parce que je crois que c'est le professeur Lainec Urbon qui se demandait si on était encore à 10, mais on est déjà à 12, étant entendu que les derniers événements sanglants qui ont été enregistrés à Bel-Air et à Cité-Soleil constituent les deux derniers. Donc, la possibilité, elle est là et c'est pour cela que justement, nous sommes plusieurs avec l'Observatoire des Haïtiens des crimes contre l'humanité à plaider pour que justement, il y ait cette situation qui soit ouverte sur Haïti par rapport à la situation générale des droits humains, la situation de négation des droits humains pour que l'on puisse arriver à un procès. Merci. Alors, j'aimerais saisir l'occasion pour demander à un maître du Sénat, dernièrement, ça ne remonte même pas à 2 semaines, les Américains ont insisté sur le fait qu'aucun pays n'échapperait à leur volonté de défendre les droits humains. Je crois que je pourrais même revenir avec leur déclaration officielle à ce sujet. Aujourd'hui, on sait aussi que ce gouvernement a été beaucoup soutenu par les Américains, par le Core Group, et ça a été dénoncé par pratiquement toutes les organisations haïtiennes. La société civile en prend ombrage tout le temps. Alors, là, ma question est simple. Qui aujourd'hui, avec un pouvoir en plus qui exerce la répression, avec des gangs qui commettent des crimes contre l'humanité, qui aujourd'hui en Haïti peut agir pour interpeller la communauté internationale et, mis à part vous, parce que vous êtes tous connus, vous avez d'ailleurs même été
appelé devant le Congrès américain, mais est-ce que la communauté internationale vous écoute? Ou est-elle indifférente? Est-elle indifférente? Qu'est-ce que le corps groupe dit devant autant d'exactions? Oui, c'est vrai que c'est complexe. Hein? C'est complexe. C'est vrai aussi que nous avons eu plusieurs réponses. Je pense que le professeur Lainec en a parlé un peu, Maître Boyer en a parlé un peu, et aussi Maître Mario. C'est-à-dire qu'il y a eu des réponses et peut-être que ce ne sont pas les réponses finales, si je peux me permettre ce terme, mais de toute façon, on est en train de faire bouger les choses parce que nous sommes quand même arrivés à une situation de silence total sur Haïti. Nous sommes passés, disons mieux, d'une situation de silence total sur Haïti à une situation où il y a plusieurs pays, il y a plusieurs personnalités qui s'interrogent, qui posent des questions, qui font aussi qui prennent des positions. Nous pensons que, en fait, tout ça montre qu'il est important de continuer à dénoncer ce qui se passe dans le pays, de continuer à documenter, à pouvoir c'est-à-dire les institutions, le Parlement européen, le Congrès américain, c'est de continuer à leur pouvoir en information précise sur la situation, sur les cas de violation de droits humains qui sont enregistrés, justement pour leur faire comprendre que eux aussi, ils ont leur partition à jouer parce que, comme on le sait, aujourd'hui encore, le président de facto, Jovenel Moïse, jouit de l'appui carrément inconditionnel du corps groupe. Et quand nous parlons de corps groupe, nous parlons aussi de la communauté internationale. Mais qui est-ce qui peut agir? C'est encore nous-mêmes de la société civile. C'est encore nous-mêmes. Pourquoi? Parce que c'est nous-mêmes qui avons un peu endossé, disons, ce travail. Et c'est aussi nous-mêmes qui vivons la situation, qui recevons les personnes victimes. Quand vous êtes, par exemple, en train de recevoir une femme qui vous dit que lors d'un massacre, elle a été violée par 6 hommes, c'est grave. Donc, ça veut dire que l'important, c'est de continuer à documenter ces informations, c'est de continuer à partager ce que nous avons sur le terrain, ce que nous recevons comme information sur le terrain, tant avec le public au niveau national qu'avec aussi le public au niveau international, parce que aujourd'hui, il n'y a aucun pays qui peut se targuer d'être un côté à part. Et ceci étant dit, aujourd'hui aussi, il y a un des panélistes qui l'a souligné, on est en train d'invisibiliser la situation d'insécurité dans laquelle nous vivons. Et nous sommes dans une situation d'insécurité générale, insécurité physique, insécurité alimentaire, insécurité de l'emploi, insécurité de formation, insécurité sanitaire. Donc, c'est pour ça que nous disons qu'effectivement, nous sommes dans une situation de négation des droits humains. Et donc, de notre côté, au niveau de la société civile, les organisations de défense des droits humains, les avocats, les sociologues, nous sommes obligés d'être tout le temps sur nos 2 pieds pour pouvoir continuer à enquêter sur ces cas de violation de droits humains et continuer à fournir ces informations à l'opinion publique. Merci, maître du Sénat. J'aimerais que vous restiez avec nous, s'il vous plaît. Il y a Rudy Edmé qui a une question pour vous. Non, je n'ai pas une question pour maître du Sénat. Je remercie Rosie. Je voulais simplement signaler 2-3 choses qui vont aller en direction d'autres panélistes. Il y a quelqu'un qui a demandé, on ne parle plus, je pense que c'est pour James Boyard, on ne parle plus de contrôle de naissance suite à ce qu'a fait la Chine, qui est totalement contre les droits humains. Haïti, Rudy, il y a d'autres questions qui étaient là avant, notamment pour le professeur Urmont. Donc, il ne faudrait pas passer à des questions qui ont été posées J'allais regrouper les questions. Ah, d'accord. Merci. Donc, cette personne demande, est-ce que il y a, enfin, d'après cette personne, il n'y a pas de problème démographique réel, il y a un problème de manque de croissance économique. Et pour le professeur Urmont, comme tu signalais Nancy, la question c'était, est-ce que vous pensez qu'il y a une relation entre le projet de nouvelle constitution et l'insécurité ambiante? Voilà. Ça, une question pour James et une question pour l'ANEC.
Vos micros ne sont pas ouverts. Professeur Urbon et professeur Boyard, vos micros ne sont pas ouverts. Professeur Urbon, votre micro n'est pas ouvert. Non. Et là maintenant. Voilà, oui. Oh, je n'y ai pas touché. Je peux répondre déjà donc? Oui, oui. Ah, très bien. Oui, je crois qu'il y a un rapport entre la nouvelle constitution et la sécurité. La nouvelle constitution accroîtra les capacités du pouvoir d'organiser la sécurité pour l'ensemble de la population. C'est extrêmement grave parce qu'une constitution qui donne tout le pouvoir au président, qui supprime le Sénat, qui supprime les contrôles que le président avait, donne à la possibilité d'exercer une dictature et donc de mettre ce qu'on appelle le bas-bouquet sur les lèvres, et donc la possibilité donc de réprimer les demandes de droit. Il est clair qu'il y a un rapport, avec un premier rapport avec la question de la sécurité. Mais le deuxième rapport, c'est que c'est un dérivatif, parce que ce n'est pas de ça que souffre le pays. Le pays ne souffre pas de manque de constitution, d'une constitution mal faite. Non, toutes les constitutions sont imparfaites, quelles qu'elles soient. Donc il y a possibilité d'amender, ce n'est pas le débat. Mais celle que nous avons de 1986 est celle qui précisément met des limites au pouvoir du président, parce qu'il s'agit de mettre des limites au pouvoir du président et avec des capacités dictatoriales. Cette constitution ressemble précisément à celle que Duvalier avait créée lui-même, par référendum encore interdit, et interdit en tout cas cette fois-ci avec celle de 1986. Donc il y a un rapport direct avec la sécurité, c'est un dérivatif, et en même temps, au cas où cette constitution pouvait être acceptée, de toute façon, on ne voit pas comment, parce qu'elle est en dehors de toute forme possible, de toute légalité. Au départ, si d'aventure, donc, cette constitution pouvait être acceptée, on serait donc dans l'insécurité la plus grave, à mon avis. Je peux intervenir là maintenant sur la question? Allô? Oudi, vous m'écoutez, non? Oui, James, allez-y. Oui, je suis tenté de répondre à celle ou celui qui a posé la question pour dire que la politique de contrôle de la démographie, eh bien, ces genres de stratégies ont toujours existé et ces genres de stratégies n'ont jamais cessé. Déjà, il faut établir une différence entre des politiques de contrôle de la démographie de type positif et des politiques de contrôle de la démocratie et de la démographie de type négatif. Évidemment, lorsque je parlais de contrôle de naissance, je parlais des politiques de contrôle de naissance et de type, en fait, de contrôle de naissance, ou encore de politiques de contrôle de la démographie de type négatif. Et il y a des exemples, il y a beaucoup d'exemples. La seule chose, c'est que la stratégie adoptée par la Chine est une politique de contrôle de la démographie de type autoritaire. Mais des pays considérés comme étant des grandes démocraties, comme la France, comme les États-Unis et la Grande-Bretagne, actuellement, ils sont en train d'appliquer des politiques de contrôle de la démographie et même de type contrôle de naissance. Mais la seule chose, c'est qu'ils ont adopter de stratégies plus démocratiques. Par exemple, et je crois que celui qui a posé la question a évoqué les États, a pris comme exemple des États, les États émergents de l'Asie du Sud-Est. Si on prend un exemple dans cette région-là, pour citer le Singapour par exemple, vous imaginez que jusque dans les années 80, le Singapour avait adopté une loi de contrôle des naissances, hein, pour dire que, écoutez, un couple marié n'a droit qu'à 2 enfants seulement, et un couple marié n'aura droit à 3 enfants exceptionnellement seulement si la femme, donc si l'épouse, dispose d'un diplôme universitaire.
Donc, vous imaginez. Donc, c'est des incitations qu'on a adoptées pour forcer aux femmes d'arriver un peu plus loin dans le domaine universitaire. Et puis, il y a également les États comme les États-Unis, la France et la Grande-Bretagne, les pays développés qui adoptent des politiques subtiles de contrôle de naissance en se fondant sur des incitations professionnelles. Lorsque ces grandes sociétés démocratiques accordent des opportunités d'avancement professionnel aux femmes notamment, eh bien ça n'encourage pas aux femmes de procréer et plusieurs fois dans leur vie. Donc, ce sont autant de stratégies ou encore autant de politiques de contrôle et de la démographie de type négatif qui peuvent exister. Je ne sais pas si je me suis fait dire. Alors, Monsieur Boyard, je crois qu'on n'a pas de problème avec les enfants en Haïti, il y en a peut-être même trop, s'il n'y a pas de contrôle, justement. Monsieur Boyard, j'aurais aimé saisir cette occasion pour vous demander de nous parler de la féminisation de la criminalité. Je sais que c'est un sujet que vous avez développé dans votre livre qui arrive bientôt, dans 2 jours. Et j'aurais aimé que vous en parliez, surtout que récemment, on a vu également que des jeunes filles maintenant participent aux gangs et servent d'appât aux gangs pour attraper des victimes. Donc, j'aurais aimé que vous puissiez en parler. Et puis, je rappellerai également à tout le monde que nous avons, le thème, c'était l'insécurité et ses corollaires. La santé mentale était très importante. Justement, le docteur Clérismé parle de ces gangsters, des pathologies qui amènent à ces crimes. On n'aura peut-être pas le temps, mais je crois peut-être qu'après avoir reçu nos invités, on pourrait peut-être passer l'interview. Je demanderai à Rudy ce qu'il en pense tout à l'heure. Professeur Boyer, est-ce que vous pourriez nous parler de cette féminisation de la criminalité? Bien sûr. Déjà, l'ouvrage est déjà dans nos murs. L'ouvrage est déjà dans nos murs. C'est un exemplaire que j'ai. Effectivement, j'ai traité de la question dans l'un des chapitres, la féminisation des menaces de sécurité. Alors, l'idée, dans l'ouvrage, c'était d'étendre la conception de la sécurité, non seulement aux questions de l'insécurité criminelle, mais également de voir tous les phénomènes non illicites qui peuvent attenter justement au bien-être et même à la vie des citoyens. Donc, j'avais cité l'insécurité routière, par exemple, l'insécurité environnementale, l'insécurité sanitaire, les ventes et le trafic des faux médicaments. Et il y a lieu également de parler des violations des droits de l'homme qui ciblent un groupe social particulier qui sont les femmes dans notre société. C'est pour cela que je parlais de féminisation des menaces de sécurité. Et sur cette base, je me suis basé justement sur une approche théorique d'une école de pensée qu'on appelle l'école de Francfort dans les études de sécurité qui fait la promotion d'une approche critique de la sécurité pour ramener justement les femmes au cœur des enjeux de sécurité, faisant également des femmes l'objet référent privilégié de la sécurité. Maintenant, par rapport aux stratégies, aux nouvelles stratégies adoptées par les gangs, je crois que c'est des stratégies qui ont toujours existé. C'est vrai qu'avant, ces gangs-là utilisaient le plus souvent des jeunes, des mineurs, pour surveiller les activités de la PNH, pour les informer au cas où les unités de police allaient intervenir. Mais ils ont misé depuis quelques mois, et bien sûr, d'autres initiatives telles que l'implication des jeunes filles jolies, effectivement bien habillées, pour séduire les passants. Parce que les Haïtiens ont tendance, surtout les automobilistes et masculins, ont tendance à toujours prendre à bord de leur véhicule et des jeunes filles qui vont quelque part ou qui vont dans
la même trajectoire qu'eux. Donc, sur cette base, ils utilisent ces jeunes femmes justement pour tromper la vigilance des automobilistes et pour pouvoir les kidnapper ou les voler. Il y a une intervention, M. Boyard, de maître du Sénat, et ensuite il y a plusieurs questions qui attendent depuis longtemps et que je vais lier également à vos interventions et à celle du professeur Urbon. Maître du Sénat. Est-ce que je dois répondre par rapport non, j'ai vu votre main levée. Non, tout à l'heure, quand on m'avait demandé de lever ma main, mais je ne l'ai pas fait. Ah bah, il faudrait la baisser. Professeur Urbon, je vous ai récemment entendu dire que la situation que nous vivons aujourd'hui en Haïti est inédite. Est-ce que vous pouvez répéter pour notre public pourquoi? Oui. Dans sa violence, le manque d'espace et la propagation de cette violence aujourd'hui, c'est inédit et je crois que il faudrait passer peut-être dans la psychologie où il y a un certain déni de la réalité, professeur Urbon, en Haïti. Pas toujours. Il n'y a pas toujours un déni de la réalité, mais j'entends les gens dire je n'ai jamais vécu ce que je suis en train de vivre aujourd'hui en Haïti. C'est inédit parce que même sous Duvalier, on pouvait circuler d'une ville à l'autre et même à la campagne, parfois avec des difficultés à la campagne, il suffit de la préparer. Mais pour ce qui concerne le cas présent que nous vivons aujourd'hui, il est clair que quelqu'un qui prend la route pour aller à Jacmel, il court un risque. Quand on ne peut pas savoir à quel moment les bandes criminelles peuvent sortir de leur cachette, c'est-à-dire les territoires, des zones occupées par eux, et attaquer un bus, si on est dans un transport en commun, attaquer une voiture privée, on ne peut pas savoir à quel moment. Tout est possible. Effectivement, tout a été possible. Et pour cette raison que les gens ont peur de sortir. Deuxièmement, un peu partout, dans le nord, dans l'Artibonite, idem, il y a des gens qui ont des propriétés, ils ne peuvent pas aller voir cette propriété. Cette propriété se trouve livrée à toutes sortes de gangs, toutes sortes de gens qui s'en accaparent. Autrement dit, donc on n'a jamais vécu une situation pareille. Premièrement, précarité de la propriété, absolument. Deuxièmement, précarité de la vie quotidienne dans les rues, précarité pour une sortie vers les restaurants, précarité au niveau de la convivialité, beaucoup plus grave que celle du Covid, en quelque sorte, qui oblige au confinement. Donc, on se trouve en confinement pour des raisons d'insécurité en Haïti, telles qu'on n'avait jamais connu et vécu. Et même ce dualisme, professeur Urbon, il y a justement une question, et le docteur Clérismé aussi a parlé de ces crimes. Il faut vraiment qu'on essaie de voir avec Rudy Edmé comment passer cette interview. La question, y a-t-il eu dans notre histoire des incidents de barbarie liés à l'insécurité tels que nous les vivons aujourd'hui? Oui, tu t'adresses à moi là. C'est pour vous. Oui, très bien. Oui, il y a eu effectivement des pratiques de sécurité, mais de manière aussi systématique, nous n'avons jamais connu ça. On vient de voir pour ce qui concerne on n'a jamais connu en série des massacres. Les massacres en série peuvent aboutir à du génocide. Il faut prendre au sérieux cela. Donc, dans d'autres cas, il y avait des actes de criminalité ciblés. Là, cette fois-ci, tout le monde, chacun peut se dire un prisonnier virtuel. Voilà, c'est ce que je crois en Haïti. On voit bien d'ailleurs que s'il y a un métier qui est devenu le métier le plus important en Haïti, c'est la ferronnerie. Parce que chacun s'enferme, chacun se met des grillages, et tout le temps, partout, même pour les petits commerces. Donc, on est sous occupation réelle en Haïti par des gangs qui décident quand ils veulent
Ah, ben, par exemple, ils ont décidé de faire une... On voit très bien qu'à ce moment-là, ou bien on est sous le gouvernement des gangs, ou bien on se demande à quoi sert ce gouvernement, ou bien c'est le gouvernement des gangs eux-mêmes. Quel le gouvernement actuel? Telle est la question. Alors, il y a deux questions de Rio de Janeiro. Excusez-moi, alors là, ça fait longtemps qu'il a posé ces questions. La question de la sécurité semble être une impasse totale. Ni l'option internationale, ni l'option locale n'ont fonctionné à date. Non, quelle solution à court et moyen terme en matière de sécurité? Donc, je crois que ça, c'est pour tout le monde. Deuxième question. On a observé des phénomènes de sécession dans certains quartiers des grandes villes du Brésil où des gangs ou milices ont expulsé les services publics établissant leurs ordres et leurs règles. S'agit-il de phénomènes similaires auxquels nous assistons aujourd'hui en Haïti? Je peux répondre? Très bonne question. Dans un premier temps, je pense que ce n'est pas l'impasse totale. Quand James Boya vient de faire une démonstration remarquable, à mon avis, sur la méthodologie, l'origine de l'insécurité, la généalogie de l'insécurité et la possibilité de la contrer. Je crois que ce n'est pas une impasse totale, c'est une vision positive. J'appuie le travail fait par James Boya qui me paraît absolument remarquable et on n'est pas dans l'impasse totale, premièrement. Absolument. Deuxièmement, dans le cas de... il a donné toute la possibilité de sortie. Deuxièmement, dans ce qui concerne le Brésil est extrêmement grand, c'est tout à fait différent d'une part de l'île comme Haïti, d'une petite île comme Haïti. C'est très difficile, c'est très concentré, ça occupe, dans le cas d'Haïti, ça occupe le pays tout entier, s'il vous plaît. Il y a métastase des gangs à travers tout le pays. Ce n'est pas la même chose en ce qui concerne le Brésil, que je connais bien et où j'ai été dans plusieurs pays du Brésil et plusieurs fois. Et c'est pas la même chose. Dans le cas de quelques favelas qui sont fermées, oui, il y a quelques ressemblances, il y a des ressemblances possibles, mais ce n'est pas la même chose.